Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Dageville, qui est cofondateur et CTO de Snowflake. Benoît Dageville, bonjour. Bonjour. Alors, je ne suis pas sûr que tous nos lecteurs connaissent Snowflake. En tout cas, vous vous présentez comme l'éditeur qui a développé la première base de données spécifiquement pour le cloud. Oui. Donc, première question, est-ce que, puisque nos lecteurs ne vous connaissent pas nécessairement, est-ce que vous pouvez raconter assez rapidement votre histoire? Et deux, finalement, qu'est-ce que ça veut dire développer une base de données spécifiquement pour le cloud? Oui, oui. Donc en fait, moi je viens de France, j'ai immigré aux États-Unis en 1996 et j'ai rejoint Oracle, donc je travaillais dans l'équipe d'Oracle Database qui était responsable de faire toutes les databases pour l'analytique, donc c'est-à-dire les traitements parallèles massifs de données. Donc j'ai travaillé 16 ans chez Oracle et en fait je travaillais aussi avec un autre Français qui s'appelait Thierry Cruanès et tous les deux en fait en 2012 nous avons vu en fait deux technologies, deux changements en fait dans l'industrie de l'analyse de données. Un c'était le cloud et le cloud c'est un environnement où en fait on peut allouer des ressources massives. Il n'y a pas de limite des ressources qui peuvent être accédées. Alors, je dirais pour le cloud, effectivement, c'est exactement ça, mais on en parlait déjà depuis un certain temps, puisque Salesforce, dès les années 2000 est arrivé, mais dans les infrastructures, on n'en était pas encore là. C'est-à-dire que le cloud n'avait pas encore mis ça. Et nous, ce qu'on a vu dans le cloud, c'est pour les systèmes d'analyse de données, c'est des systèmes de traitement parallèle qui ont besoin de ressources qu'on appelle compute ressources, pour traiter ces données qui ont des besoins massifs et qui ont des besoins non seulement massifs mais pas constants. C'est-à-dire quand quelqu'un veut faire de l'analyse de données, il va lancer des requêtes, mais ça peut durer 1 heure et puis après c'est fini. Et donc utiliser des centaines de serveurs tout le temps, ça coûte très cher et en plus ça a une limite parce que quand un système il n'a qu'un ensemble constant de serveurs, ça coûte très cher et puis en plus si on a besoin de 200 serveurs, eh bien c'est très long à étendre ces systèmes ou à les réduire. Donc c'est la fameuse élasticité. Voilà, donc l'élasticité du cloud, ça permet en fait, et nous de la façon dont on l'a interprété, c'est que eh bien si on arrive à par exemple à multiplier le nombre de serveurs qui sont disponibles par 10 très rapidement, d'accord? Quand je dis très rapidement, c'est en quelques secondes. Aujourd'hui, on le fait en 1 seconde, pour tout vous dire. Donc, on peut multiplier un nombre de serveurs qu'on a disponible. Un client peut l'augmenter de manière considérable et faire des traitements. Donc, ces traitements-là, comme on sait les paralléliser, ils peuvent aller 10 fois plus vite, d'accord? Et une fois que c'est fini, on peut relâcher ces ressources, donc ne plus payer. Donc, c'est ce qu'on appelle payer à l'usage. Donc dans le cloud, c'est la révolution. C'est qu'on peut payer que quand on utilise des ressources. Quand on ne les utilise plus, on ne paye plus. Bien sûr, ça demande des architectures très dédiées à cette technologie parce que c'est très difficile d'allouer des ressources, surtout pour le traitement des données, et de les relâcher quand on n'en a plus besoin. Mais si on est capable de faire ça, on est capable de dramatiquement accélérer le traitement de ces données, d'accord, par exemple 10 fois plus vite, et à la fois de payer exactement le même prix. Parce que les données, comme les ressources sont louées à le temps qu'on les utilise, si on va 10 fois plus vite, on les utilise 10 fois moins, donc on paye le même prix. Alors ça, c'est la révolution. C'est le cloud, mais il y a aussi l'arrivée du big data. Voilà, donc à la même fois, à un même moment en fait. Et ça, c'est aussi très important parce que le big data, c'est donc les données, c'est l'analyse des données générées par les machines. Et ces données-là, elles sont dans un volume qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus important que les données, ce qu'on appelle business data. L'autre différence des données générées par les machines, c'est qu'elles sont semi-structurées. C'est-à-dire, par exemple, JSON, c'est le format le plus connu. Donc, ce n'est pas des données qui sont très faciles à analyser pour les systèmes traditionnels. Donc, nous, ce qu'on a réalisé, en fait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de système très adapté et très performant pour analyser ce type de données-là. Et surtout pour les stocker. Les systèmes traditionnels, ce qu'on appelle les legacy databases, comme Oracle, comme Teradata,
ne savent pas gérer. Mais leur tordre le cou pour arriver à faire ce genre de choses. Fallait tordre le cou et ça ne marchait pas, en fait. Donc c'est pour ça que Big Data a été si populaire. C'est qu'en fait, ça répondait à un besoin que les systèmes traditionnels n'arrivaient pas à adresser. Mais les systèmes Big Data étaient très lents, très peu performants. Ce n'étaient pas des systèmes qu'on pouvait utiliser de manière interactive. Donc ils avaient des grosses limites eux-mêmes. Ils étaient très compliqués à manager. Donc en fait, il y avait aussi des besoins là en Big Data, en traitement des Big Data. Donc on a démarré Snowflake en 2012. On a commencé en fait tous les deux dans notre appartement. Sur une page blanche finalement. Sur une page blanche. On a en fait littéralement acheté un tableau blanc à Amazon, sur Amazon. On avait des marqueurs et on a réinventé en fait les systèmes Data Warehouse pour le cloud. Et donc, comment faire une nouvelle architecture? On a une nouvelle architecture qui est complètement différente des systèmes traditionnels, qui permet de bénéficier, de leverager cette élasticité. Alors, finalement, on dit souvent que c'est pas nécessaire de réinventer la roue, mais dans notre secteur, si, parce que les technologies évoluent, et donc on essaye d'adapter ce qui existe, mais parfois ça marche pas, donc il faut qu'il y ait des ruptures pour pouvoir développer des choses nouvelles. Mais alors, justement, donc là, vous avez bien décrit l'évolution de l'entreprise, et maintenant, vous avez dit 2012 création, 3 ans de développement, et puis donc vos premiers clients. Oui. Quels sont vos différents use cases avec vos bases de données? Oui, très bonne question. Donc le premier use case, c'était les gens en fait qui n'arrivaient pas à mettre en place les solutions Big Data, qui avaient vraiment des besoins d'analyser ces semi-structured data, ce qu'on appelle les données semi-structurées, JSON. Avec des grands volumes, donc ils utilisaient Big Data, mais qui avaient des problèmes parce que c'était pas interactif. Donc en fait, ils couplaient ça avec une base de données traditionnelle, un Data Warehouse. Ils échangeaient ces données. Et ça crée des systèmes en fait très compliqués à manager, très très chers, parce que les systèmes Big Data, comme ils sont pas très performants, il faut beaucoup de machines. Et donc en fait, quand on a développé Snowflake, les premiers clients c'était ce qu'on appelle les ad tech, qui faisaient toute l'analyse des advertisements, et donc ils traitent ces volumes massifs de données. Donc, ils ont combiné ces deux systèmes en fait. Donc c'est plutôt des sociétés du numérique, sociétés. Voilà, les sociétés. Donc ça, c'était nos premiers clients. On a eu aussi beaucoup de clients dans le gaming industry, oui, dans l'industrie du game, qui analysent aussi ces données-là, de ce que les joueurs font, etc. Et donc vraiment le use case, c'était de combiner ces deux systèmes. Le système Data Warehouse traditionnel, parce que on est un système, on a des temps de réponse de ce qu'on appelle sous-seconde, sub-second, en dessous d'une seconde, donc très rapide, on est très 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 rapide, et à la fois on peut gérer ces données, ces données énormes, des volumes de données énormes, donc les mettre dans un seul système, c'était magique pour ces Alors vous avez déjà donné quelques éléments de réponse à la question que je vais vous poser, mais le cabinet Gigamon a publié une étude récemment dans lequel donc il place un certain nombre de concurrents, 8 à 10 concurrents, et les classe sur 6 critères avec des pondérations, et il se trouve que dans ce classement vous êtes placé en numéro 1. Sans rentrer dans le détail, mais est-ce que vous pouvez nous donner finalement quels sont les éléments qui ont fait que vous sortez un petit peu du lot par rapport à ces concurrents qui pour certains existent depuis un certain temps? Oui, donc je dirais il y a 3 grands éléments. Le premier, c'est l'élasticité, le fait qu'on puisse allouer des ressources vraiment en une seconde, en quelques secondes, les utiliser pour quelques minutes et les reliser, les relâcher quand on en a plus besoin. Donc ça, c'était énorme, et ça permet en fait d'avoir des systèmes qui sont énormes s'il y a besoin pour un très petit moment. Donc ça permet d'être beaucoup plus rapide. Le deuxième aspect, c'est l'analyse de ces données semi-structurées, que personne en fait ne fait bien. Même les systèmes traditionnels, en fait, ils ne savent pas gérer, par exemple, colonariser. Donc, il y a des techniques qui permettent de processer ces données très rapidement. Mettre en colonne, vous voulez dire? En colonne, voilà, mettre en colonne, indexer. On a des systèmes d'indexation très particuliers pour ces données-là. Donc, on peut chercher à l'intérieur d'un document JSON une donnée et une valeur, et on
sait exactement où est cette valeur dans l'ensemble des données. Donc on peut avoir des tables de pétabytes en termes de size, de taille, mais on peut avoir des réponses, des temps de réponse de moins d'une seconde sur ces volumes de données. Donc ça, c'est unique à Snowflake. Et le troisième attribut, c'est qu'on a fait un système, notre système Snowflake était un service. Donc l'utilisateur n'a pas besoin de manager, d'administrer ces systèmes-là. Donc ça, c'est le pur software as a service. Donc c'est exactement, c'est software as a service. Et ce que ça nous permet de faire, c'est aussi d'utiliser des caractéristiques du cloud qui permettent de faire des systèmes qui sont extrêmement résilients, robustes, voilà, à des problèmes, que ce soit des problèmes matériels ou que ce soit des problèmes software. Donc utiliser plusieurs data centers dans le cloud, vous pouvez avoir plusieurs data centers. Donc si un data center tombe, et ben vous pouvez continuer à marcher. Et ça, notre solution en fait est distribuée sur l'ensemble des data centers de toutes les régions, etc. Donc la robustesse. Précisément, les data centers, ce sont les vôtres ou ce sont des data centers du cloud public sur lesquels Non, c'est du cloud public. Nous sommes dans le cloud public. Aujourd'hui, nous sommes dans Amazon principalement. Nous allons bientôt, très bientôt, avoir une nouvelle version de Snowflake sur le cloud Azure de Microsoft. Donc on s'étend sur l'ensemble des clouds. On est aussi dans beaucoup de régions du monde. On est aux États-Unis, on est dans des régions de l'Europe, on est en Australie. Donc on s'étend notre présence dans le monde. D'accord. Alors, donc vous êtes encore une start-up, créée en 2012, premier produit 2015, et bon, maintenant des vrais clients. Mais si on regarde l'équipe et déjà l'historique de la société, ouais. L'équipe c'est une somme d'expertise dans les bases de données qui est quand même assez conséquente, ne serait-ce que les deux cofondateurs, ouais. 15 ans chez Oracle. Donc ça c'est quand même un CV assez intéressant. Vous avez levé 200 millions de dollars, donc ce qui est quand même pas négligeable. Et puis le troisième élément qui lui non plus n'est pas négligeable et qui pèse assez lourd, c'est le fait que Bob Muglia vous a rejoint comme CEO. Donc Bob Muglia, on le présente peut-être pour nos lecteurs, mais ils le connaissent. C'est l'ancien responsable de la division Server and Tools de Microsoft. Donc c'est pas n'importe qui. Donc tous ces éléments-là font que d'entrée, même si vous êtes une start-up, vous avez quand même un certain poids. Et est-ce que ça vous donne finalement les moyens de booster un peu votre développement sur le marché? Oui, c'est vrai qu'on a une équipe extraordinaire, des talents à tous les niveaux, que ce soit sales, engineering, Bob, notre CEO. Donc oui, ça c'est important. Développer une base de données. Donc on a dû développer Snowflake en partant de zéro parce que c'est un système une architecture complètement nouvelle. Donc ça demande des apports de capitaux énormes. Donc vous parliez de notre valuation de 200 millions. Donc ça c'est ce qu'on vous a déjà c'est ce qu'on nous a déjà donné. En fait, on va annoncer aujourd'hui qu'on va lever encore la même chose en fait. Donc on va passer à 500 millions de dollars de capitaux. Ah oui, donc c'est important. Donc c'est très très important. C'est des investissements énormes. Aujourd'hui, nous sommes déjà 300 employés. Nous, on va grossir, probablement multiplier par 2 chaque année dans les quelques années à venir. Nous sommes implantés un peu partout maintenant dans le monde. Donc on grossit très 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 rapidement. Et ce grossissement demande un apport de capitaux très très important. Et c'est principalement finalement de l'investissement humain. Il y a aussi de l'investissement en infrastructure, en machine, puisque vous venez de dire que vous êtes sur Amazon. Donc oui. A priori, là aussi c'est de la location. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources pour ça financières. Ben, on est obligé quand même donc dans Amazon aussi vous pouvez préacheter des ressources pour avoir des discounts et donc il y a un apport d'investissement et puis l'engineering est très cher. D'avoir des équipes de cette qualité, ben ça coûte de l'argent. Donc c'est vrai que c'est un investissement massif. Il faut voir aussi que nos compétiteurs, comme vous l'avez dit dans Gigacom, c'est Oracle, c'est Microsoft, c'est Google, c'est Amazon. Donc c'est pas des petites entreprises. C'est pas des petites entreprises. Donc si on veut exister dans ce monde-là, il faut qu'on grossisse très très rapidement et qu'on investisse. Alors donc vous venez de parler un peu de votre développement à l'international. Donc
continuons sur ce sujet. Donc, vous êtes arrivé en Europe via l'Angleterre, c'est un circuit assez classique. Oui. Où est-ce que vous en êtes pour la France? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous êtes déjà présent? Oui, on est déjà présent en France. Donc, on est arrivé en Europe il y a 10 mois. Nous avons déjà une équipe assez importante à Londres. On est à peu près une trentaine de personnes. Nous venons d'arriver en France en fait sur plusieurs géographies. En France, en Allemagne, Amsterdam et aussi dans un pays nordique, je ne me rappelle plus lequel. Donc on a des petites présences. Aujourd'hui, on est à peu près. Notre objectif, c'est d'arriver à peu près à une vingtaine de personnes, un petit peu moins de 20 personnes à la fin de l'année 2018. Nous sommes déjà 5. En France? Juste en France. Je parle juste en France. La France c'est après l'Angleterre le marché probablement le plus gros en Europe, peut-être une Angleterre, France et Allemagne dans cet ordre-là. On a déjà des clients français. On est en discussion avec un autre ensemble de clients, donc ça marche déjà très très fort. On discute, on a nos clients de manière intéressante. Maintenant, on est passé de clients à tech qui essayaient de merger en fait le big data et les techniques traditionnelles data warehouse à des clients beaucoup plus matures qui sont des grosses entreprises. Et ça aussi, c'est un testament en fait de nos capacités uniques à processer des données de manière massivement parallèle. Donc, on a beaucoup de remplacements maintenant de systèmes Teradata sur Snowflake ou de systèmes Oracle sur Snowflake. Des grosses entreprises du CAC 40 qui sont très intéressées par nos technologies. Et autant les premières que vous avez citées, les sociétés tech, donc elles sont déjà un peu versées dans tout ça. Pour les grosses, celles du CAC 40, est-ce que c'est difficile de vendre finalement quelque chose d'un peu nouveau? Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la première barrière, c'était le cloud. Il y a quelques années seulement, même si le cloud a commencé à être un phénomène, il y a quelques années seulement, plein de gens disaient mais c'est pas possible, nous allons pas mettre nos data dans le cloud, c'est la sécurité. Je crois qu'on a passé ça. Voilà, non, c'est toujours là, mais c'est en train d'exploser en fait. On est vraiment dans, je dirais que cette année, on arrive exactement au bon moment. Aux États-Unis, on a vu la transition en fait entre le moment où on a démarré Snowflake en 2012. Les gens étaient OK, il fallait vraiment parler de gens qui démarraient dans le cloud. Maintenant, toutes les entreprises, on a un de nos grands clients, c'est par exemple Capital One. C'est une énorme entreprise financière aux États-Unis. C'était pas pensable il y a quelques années de bouger ces données dans le cloud. Donc bien sûr, on a des certifications très sérieuses au niveau sécurité, on encrypte toutes les données, on a toutes les certifications d'accréditation pour stocker des données bancaires, des données médicales. Donc tout ça aussi, c'est quelque chose qui attire beaucoup ces clients qui ont besoin qui sont vraiment des grosses entreprises qui ont besoin de la sécurité, de toutes les techniques traditionnelles des systèmes comme Teradata et les grosses data warehouse. Alors deux petites questions pour terminer. La première, c'est finalement ce que vous avez fait, pourquoi vous ne l'avez pas fait chez Oracle? Parce que on connaît Oracle, ils ont les moyens d'investir dans ce genre de choses. Et puis la deuxième, c'est comment. Alors la question ne se pose pas à court terme, puisque vous venez d'indiquer que vous avez fait une nouvelle levée de fonds qui vous donne des perspectives assez lointaines, mais comment vous voyez l'avenir à moyen terme? C'est-à-dire, vous voulez rester indépendant ou vous voyez une évolution un petit peu différente de l'entreprise? Alors sur la question d'Oracle, on y a pensé, pour tout vous dire. On m'a même proposé de monter une équipe, que j'aurais ma propre équipe et que je pourrais faire ça. C'est quelque part impossible pour une société de transformer, de soit créer un nouveau produit et d'avoir deux produits en fait qui compitent en concurrence dans la même compagnie avec pour les ventes, comment vendre, positionner. Donc ça c'est très difficile, et transformer Oracle pour devenir Snowflake, c'est impossible. C'est une architecture tellement différente, des systèmes tellement différents que ça fait pas de sens. Donc on savait que ça ne pourrait pas se faire. Donc c'est pour ça qu'on est parti. Parce que moi j'aimais bien travailler chez Oracle, c'était une compagnie très très bien. Le deuxième aspect sur votre question, où est-ce qu'on va rester indépendant? Bien sûr. Et bien sûr pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas fait Snowflake. On a fait Snowflake pour une vision.
et pour un désir de faire vraiment une différence dans ce monde de l'analyse qui vraiment partait dans des directions, en fait. Big Data, pour moi, c'est tellement compliqué, c'est tellement une régression quelque part, que donc on aime notre produit. C'est vraiment, on a créé quelque chose qu'on adore, et la dernière chose que je veux, c'est de revenir à Oracle. Donc effectivement, sinon vous seriez resté chez Oracle si votre objectif... Voilà, exactement. Donc c'est pas du tout notre désir, vraiment pas. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, mais on aura certainement l'occasion de se revoir. Benoît Dageville, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup.